Manifestation européenne pour l'emploi à Paris. Le PDG de Renault nomme un expert pour réexaminer la fermeture de l'usine de Vilvoorde. Pacte de stabilité économique entre les partenaires européens. Le président Jacques Chirac souhaite que l'on aboutisse sans délai au prochain sommet d'Amsterdam. Le gouvernement promet une régularisation aux sans-papiers, mais dans des conditions bien définies. Santé, 10 000 Français meurent chaque année des suites d'une infection contractée à l'hôpital. Madame, Monsieur, bonsoir. Après la victoire de la gauche aux élections législatives, Lionel Jospin ne se faisait pas d'illusions. Il n'y aura pas d'état de grâce, disait-il. Effectivement, les dossiers les plus chauds qui existaient avant le 1er juin restent entiers. À commencer par l'emploi. Tous les syndicats français, exception faite de Force ouvrière et leurs collègues européens, s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui dans les rues de Paris. Plusieurs dizaines de milliers de personnes pour réclamer une Europe plus sociale et un renforcement de la lutte contre le chômage. Reportage Agnès Molinier, Landry Faux. Une Europe plus sociale, le thème était manifestement porteur. Il a rassemblé aujourd'hui à Paris plus de 50 000 personnes, à l'appel de la plupart des syndicats, sauf Force ouvrière, qui craignait une politisation du débat juste après les élections. Pour les autres, au contraire, c'était le moment de peser sur le nouveau gouvernement. Ce n'est pas M. Strauss-Kahn ou M. Jospin qui mettent aujourd'hui l'Europe au pied du mur, c'est les réalités au pied du mur, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Je pense que la manifestation d'aujourd'hui, c'est un sérieux point d'appui dès lors qu'il y aura la volonté politique de modifier des objectifs essentiels. Réduction du temps de travail, arrêt des délocalisations, les revendications sont nombreuses, chacun a sa raison d'être là. On transfère l'usine en Pologne, on fait beaucoup de bénéfices, on a beaucoup de travail et on transfère. Je suis fonctionnaire et la diminution du temps de travail permettra d'embaucher des jeunes. Ils sont venus de toute la France, salariés et même chômeurs. Nous sommes à la recherche d'un emploi, que ce soit le gouvernement de gauche ou de droite, nous mènerons les mêmes luttes, nous ne ferons pas de cadeaux. Si on voit Vilvoorde, si on voit Peugeot, l'Europe n'apporte pas des emplois, quoi. C'est pour ça qu'il faut se faire entendre. Au-delà de leur discordance sur la question des salaires par exemple, CFDT, CGT ou encore la CGC, les syndicats enseignants, ont réussi aujourd'hui à trouver un terrain d'entente. Sur la question de l'emploi, ils demandent tous au nouveau gouvernement des actes. En tête du cortège des représentants des salariés de l'usine Renault Vilvoorde Belgique qui ont quitté le défilé à un moment donné pour faire pression sur les actionnaires de Renault réunis en assemblée générale cet après-midi à Paris. Avec l'arrivée au pouvoir de la gauche, les salariés de Vilvoorde espèrent un changement d'attitude de la direction de Renault. Mais pour l'instant, le PDG, Louis Schweitzer, n'a annoncé que la désignation d'un expert chargé de réexaminer la décision de fermeture. Sébastien Vibert, Jean-Paul Chausset. C'est en défilant symboliquement en tête du cortège que les quelques 600 salariés de Vilvoorde sont venus défendre leur emploi et leur usine. C'est surtout avec beaucoup d'espoir qu'ils attendaient les résultats des tractations entre le gouvernement et la direction de Renault. Une réponse positive, ça veut dire que nous pouvons continuer la production de Renault à Vilvoorde à long terme et pas pendant quelques mois. Moi j'espère toujours que l'usine, que le site de Renault puisse continuer à exister à Vilvoorde. Ce que les travailleurs de Vilvoorde attendent aujourd'hui, ce que les travailleurs de Renault attendent aujourd'hui, c'est un signe clair, précis, c'est une preuve que la volonté du gouvernement n'est pas simplement une volonté d'intention, mais qu'elle a une volonté de passer aux actes, et que ça ne remet pas en cause, bien au contraire, l'Europe sociale et le dynamisme d'un groupe comme Renault. Mais 3 heures plus tard, à l'issue d'un conseil d'administration de la société, Louis Schweitzer fait savoir qu'une experte indépendante est chargée durant 1 mois d'étudier des mesures alternatives à la fermeture de l'usine. Une annonce jugée par les syndicats comme une concession insuffisante. On n'a même pas annulé la décision de fermeture. Donc nous sommes très déçus parce qu'on avait quand même espéré d'avoir des nouvelles positives. Pour nous autres, ce n'est pas une nouvelle positive. Ça va mettre les gens encore 1 mois dans l'incertitude. En fait, aujourd'hui, c'était un des derniers espoirs qu'on avait. Maintenant, j'ai l'impression que c'est tout à fait fini. Mais précise Louis Schweitzer, si l'étude confirme la nécessité de fermer l'usine, alors un plan social sera rapidement mis en place. Plan social qu'une large majorité de salariés de Vilvoorde, fatigués et désabusés, a déjà réclamé le mois dernier. Sur place donc à la Maison de la Chimie, Françoise Laborde. Françoise, bonsoir. Est-ce que la nomination d'un expert, c'est l'amorce d'un début de changement de stratégie de Renault ou bien est-ce un compromis habile ?
Disons que c'est effectivement un compromis habile, tout en nuances, avec beaucoup de symboles. Alors symbolique d'abord, l'annonce faite par Louis Schweitzer lui-même, une façon de montrer que le patron de Renault est maître chez lui et que l'État, aujourd'hui actionnaire minoritaire, ne dicte plus ses conditions. Subtil aussi la formule de l'expert. Il est nommé pour un mois, c'est-à-dire qu'on reste dans le délai fixé par Louis Schweitzer lui-même. La fermeture de Vilvoorde est prévue pour fin juillet et c'est un conseil d'administration extraordinaire fin juin qui devra, sur la base de rapports de l'expert, donner ses conclusions. Enfin, habile aussi les solutions alternatives déjà esquissées, par exemple le reclassement ou la reprise d'une partie du site. Renault pourrait donc se retirer de Vilvoorde sans fermer totalement le site. En fait, on le voit bien dans le compromis qui est esquissé aujourd'hui, tout est fait pour rassurer les actionnaires, les investisseurs, sans désespérer Vilvoorde. En fait, ce qui compte, c'est symboliquement de montrer que quelque chose change avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais que c'est tout de même le patron de Renault qui garde la main. Merci Françoise. Autre dossier urgent en chantier pour le nouveau gouvernement, l'Europe, et plus spécialement le pacte de stabilité économique que devraient prochainement signer à Amsterdam les 15 partenaires et qui prévoit qu'après la mise en place de la monnaie unique en 1999, chaque gouvernement s'interdise de revenir à une politique, disons, plus laxiste en matière économique. Hier, le gouvernement français réclamait un délai. Aujourd'hui, à l'occasion de la visite du Premier ministre hollandais à Paris, le chef de l'État, Jacques Chirac, a demandé qu'on aboutisse dans les délais prévus, apparemment en accord avec le Premier ministre. Jean-Paul Chapelle, Joseph Bachtik. La machine à négocier se met en place et c'est le Premier ministre néerlandais qui organise le ballet diplomatique. D'abord, à l'Elysée. 1h30 d'entretien avec le président de la République. Les deux hommes espèrent un compromis rapide. Pour Jacques Chirac, la France sera au rendez-vous de l'euro le 1er janvier 1999, comme elle s'y est engagée. Cela suppose que nous examinions à Amsterdam, d'une part, le pacte de stabilité et de croissance, qui, je l'espère, pourra être entériné à Amsterdam, et d'autre part, les modalités sociales et de coordination des politiques économiques sur lesquelles, à juste titre, le gouvernement français vient de mettre l'accent. Soutien appuyé au gouvernement, il n'y a donc pas encore d'accroc à la cohabitation. Mais Lionel Jospin est beaucoup moins pressé de signer le fameux pacte. Le Néerlandais se rend donc ensuite à Matignon. 1h30 d'entretien avec le Premier ministre. Monsieur Bonzoffice ressort presque optimiste. Il insiste sur la similitude des pensées et des idées. Je constate qu'on a beaucoup de similarités en ce qui concerne les pensées et les idées. Monsieur Jospin, est-ce que vous espérez vous aussi signer à Amsterdam le pacte de stabilité? Je pense que le président en exercice de l'Union a très bien exprimé les choses, l'esprit dans lequel nous voulons travailler, et il reste à le faire. Il reste à le faire et on le fera ensemble. Et on le fera, je pense. Maintenant que le président de la République a rappelé sa position, le Premier ministre doit prendre ses responsabilités. Lionel Jospin est d'accord sur le principe, il faut signer ce fameux pacte de stabilité, mais le Premier ministre doit montrer surtout que ce n'est pas une formalité et il va mettre tout son poids dans la balance pour ajouter sa vision sociale à ce texte. Alors notre principal partenaire en Europe, l'Allemagne, continue de se déclarer, elle, pour un respect strict du calendrier européen. La demande de délai de la France n'a pas été spécialement appréciée hier, d'autant que la situation économique intérieure à l'Allemagne n'est pas bonne en ce moment. Berlin, Jérôme Catala. Le ministre allemand des Finances, Theo Weigel, tout sourire, hier pour saluer son homologue français devant les caméras. Nous nous connaissons depuis longtemps, explique-t-il. Seulement, rapidement, le sourire de circonstance a disparu. Car Theo Weigel est l'inventeur du fameux pacte de stabilité que réfute Paris. Alors, même si le gouvernement de Bonn se refuse à parler de crise, certains députés allemands sont moins diplomates. Une crise, oui. Vraiment grave, j'espère que non. Oui, il y a deux positions vis-à-vis de l'Europe, par exemple, qui sont un peu en opposition. Si l'euro sera repoussé ou sera retardé, le projet sera mort. Le problème pour Helmut Kohl, c'est qu'il est également en difficulté sur le plan intérieur. Il ne parvient pas à juguler la montée du chômage, ni à boucler son budget. Le gouvernement veut même vendre de façon accélérée ce qu'on appelle ici l'argenterie.
c'est-à-dire les participations de l'État dans les entreprises comme Deutsche Telekom ou la Lufthansa, afin de respecter coûte que coûte les critères de Maastricht. Une précipitation qui désoriente l'opinion publique. Aujourd'hui, selon les sondages, une majorité d'Allemands n'a plus confiance, ni dans le gouvernement de Bonn, ni dans l'euro. Voilà qui fragilise Helmut Kohl dans ses nouvelles discussions sur le pacte de stabilité. Mais il faut se souvenir que le chancelier allemand, en 14 ans et demi de pouvoir, est passé maître dans l'art du compromis. La situation au Congo reste stationnaire. Des échanges de tirs ont continué aujourd'hui dans la capitale, Brazzaville, avec tout de même un début de médiation du président Chirac et du président gabonais Omar Bongo. Les deux parties en présence auraient accepté un cessez-le-feu qui, pour l'instant, ne s'est pas concrétisé sur le terrain, bien au contraire. À Brazzaville, l'armée française se renforce et continue d'évacuer les résidents français, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux arrivés sur place. Dorothée Lyrique, Alain Dubas. Après 5 jours et 5 nuits terrés chez eux pour cause de bombardements, ils sont escortés par des légionnaires. Ils partent par dizaines en Transal direction le Gabon. Ces Français ont laissé derrière eux une vie qui a basculé en 48 heures. Depuis hier, 1500 ressortissants français ont été évacués. Ceux qui attendent leur tour sont regroupés autour des forces françaises. On a un peu le sentiment, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs jours en ville, que beaucoup de gens ont été très inquiets, très traumatisés et ont envie de quitter Brazzaville. Oui. Il est 18h30, dans ce camp retranché, avec la tombée de la nuit, reviennent les tirs de Kalachnikov et d'obus de mortier. Et les Zoulous sont arrivés dans la maison, ils étaient au moins une cinquantaine. Ils ont pris tout, ils ont arraché tout, jusqu'aux lames de Nako, tout. Il ne reste plus rien dans la maison. Après, ils ont attrapé ma femme, ils m'ont mis une Kalachnikov sur la tête, ils ont mis ma fille à côté de moi, ils ont violé ma femme. Près de 20 fois, en m'obligeant à regarder. Après, ils nous ont fait sortir, on est parti en slip dans la rue. J'arrive plus à penser. J'essaie des fois d'oublier, mais... Tous ici ont en mémoire les affrontements politico-ethniques qui avaient fait en 93 plus de 2000 morts. À l'époque, les milices Cobra et Zoulou avaient fait leur apparition. Elles n'ont jamais été désarmées et ce sont elles qui font régner la terreur aujourd'hui. Retour en France, journée décidément très chargée pour le Premier ministre qui s'est rendu au siège du Parti Socialiste pour remercier tous ceux qui l'ont aidé pendant la campagne des législatives. L'occasion également d'une passation de pouvoir avec le nouveau Premier secrétaire François Hollande. Et à propos justement des semaines cruciales sur le plan politique que la France vient de traverser, un premier livre aux éditions Ramsay, La défaite impossible, enquête sur les secrets d'une élection de nos confrères Jean-Luc Manot et Guy Birenbaud. Les sans-papiers qui avaient occupé l'été dernier l'église Saint-Bernard à Paris espèrent beaucoup du retour de la gauche au pouvoir. Ils ont été reçus cet après-midi à l'hôtel Matignon, où ils se sont vus préciser que leur situation allait être régularisée dans des conditions bien précises, dans l'attente de l'abrogation des lois Pasqua-Debré sur l'immigration. Maryse Burgot, Guillaume Fautra. Nouveau gouvernement et nouvelles pratiques, c'était cet après-midi à 15 h une délégation de sans-papiers dans la cour de Matignon. Monsieur Diop, s'il vous plaît, vous avez rendez-vous avec qui là? On espère que c'est le Premier ministre. Hein. Si c'est lui, bon, si ce n'est pas lui, on ne fera pas la fine bouche. Mais s'il vient nous rendre visite, on lui serrera bien la main. On va pas se battre pour les Saint-Bernard. Finalement, ils seront reçus pendant 1 heure par 4 conseillers du Premier ministre. Et lorsqu'ils ressortent, les visages sont plutôt souriants. On est satisfait parce que tout simplement les situations des sans-papiers en règle générale sont régularisées au-delà même de Saint-Bernard. Et ça, c'est ce qui nous semble le plus essentiel. Tous les sans-papiers de France ne seront pourtant pas régularisés. Le gouvernement précise ce soir que seuls ceux qui répondent à des critères précis auront des papiers. Seront d'abord concernés les étrangers pouvant justifier d'un certain degré d'intégration, compte tenu de leur situation familiale par exemple. Ou encore, et c'est nouveau, parce qu'ils vivent depuis longtemps en France, y travaillent et y paient des impôts. Seront ensuite concernés les étrangers en détresse humanitaire, certains déboutés du droit d'asile, pourtant menacés dans leur pays, certains malades qui ne peuvent pas être soignés chez eux. Selon le ministère de l'Intérieur, 10 à 40 000 étrangers répondraient à ces critères.
Ce soir, les sans-papiers de Saint-Bernard finissent dans les rues de Paris. Une marche commençait lundi à Angoulême. Mais déjà, certains se démarquent du ton de satisfaction affiché quelques heures plus tôt à Matignon. Les procédures envisagées au cas par cas ne satisfont finalement pas la coordination nationale qui précise ce soir que le combat continue. La rentrée parlementaire, élection aujourd'hui des présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Monsieur Bayrou pour l'UDF a été donc élu. Pour ce qui concerne le Parti communiste, c'est Monsieur Bocquet qui a été élu président du groupe à l'Assemblée nationale. Michel Crépeau, président pour les radicaux socialistes, les Verts et le mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Enfin, Monsieur Hérault sera désigné demain comme président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Mais la réunion la plus attendue était celle du RPR. Philippe Séguin a été désigné, élu, en attendant éventuellement d'autres fonctions à la tête du mouvement gaulliste. Jean-Baptiste Prédaly, Bernard Puissesson. Philippe Séguin affectait la surprise ce matin. Mais si dans les couloirs de l'Assemblée il était sollicité, entouré, ce n'est pas seulement parce qu'il venait d'être élu président du groupe RPR. Il était d'ailleurs seul candidat. C'est qu'avant le vote, on a beaucoup discuté entre courants du mouvement néo-gaulliste. Les baladuriens, les séguinistes et les chiraciens. Résultat, tout le monde est représenté au nouveau bureau du groupe, comme une ébauche d'un prochain organigramme du RPR. L'élection de ce matin, c'est la première étape dans les changements en cours. Tout s'est passé le mieux du monde, je m'en réjouis beaucoup. Je crois que ce mouvement rénové, ce mouvement réconcilié, ce mouvement ouvert, il est désormais à portée de la main. Philippe Séguin présidera le groupe parlementaire pendant un mois. Alain Juppé, présent lors du vote, ne s'est pas exprimé. Ce matin, c'était comme un prélude à la prise du pouvoir au sein du RPR. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Séguin. Rebondissement dans l'affaire Tiberi. L'avocat général de la chambre d'accusation a estimé aujourd'hui que le rapport litigieux rédigé par Mme Tiberi, qui est à l'origine de toute l'affaire, n'avait pas été saisi dans des conditions régulières par le juge d'instruction Alphen. La conséquence pourrait être la suivante, la procédure pourrait être annulée pour vice de forme. Jeff Wittenberg, Bernard Puissesson. C'était il y a presque un an, le 21 juin 1996. Le juge Alphen concluait une perquisition chez les époux Tiberi en saisissant le rapport signé de l'épouse du maire de la capitale. Aujourd'hui, le parquet général affirme que le magistrat n'avait pas obtenu l'accord de Xavier Tiberi, obligatoire pour pouvoir emporter un tel document, un vice de procédure qui serait suffisant pour annuler l'ensemble du dossier. Une affaire où les charges se sont additionnées. Mise en examen, Xavier Dugouin, président RPR du Conseil général de l'Essonne. Il est le commanditaire du fameux rapport, une somme de 36 pages, faute de frappe comprise, un rapport rémunéré 200 000 francs. Mise en examen, Xavier et Jean Tiberi. Madame a signé le document, les deux époux sont les bénéficiaires du salaire versé sur un compte commun. Ce soir donc, le parquet donne raison à leur avocat en demandant l'annulation de toute la procédure. Mais dans les milieux proches de l'enquête, en revanche, c'est la stupéfaction. On est en train, dit-on ici, d'exploiter un artifice. Car si le juge Alphen n'a pu faire valider sa perquisition, c'est précisément, on s'en souvient, parce que la police judiciaire avait reçu l'ordre de ne pas l'assister. En outre, et c'est peut-être le plus important, Madame Tiberi aurait en fait reconnu par écrit, dans le procès verbal, que c'est bien volontairement qu'elle remettait le fameux rapport. Le 4 juillet prochain, la chambre d'accusation dira si un vice de procédure est suffisant pour mettre un terme à cette affaire. Au procès de Nancy, des experts de la météo sont venus dire aujourd'hui qu'ils avaient prévu et informé largement à temps d'une dégradation du temps. Ce jour-là, certaines rafales de vent ont dépassé 108 km/h à l'heure où la grue s'est écrasée sur l'école, tuant, je vous le rappelle, 6 élèves. Par ailleurs, 3 spécialistes des travaux publics sont venus dire que la grue répondait aux normes techniques en vigueur à l'époque des faits. L'ancien capitaine de gendarmerie Paul Baril, gardé à vue pendant 24 heures, puis relâché cet après-midi dans une affaire de proxénétisme international, mettant surtout en cause de hauts responsables politiques des Émirats arabes. Pascal Doucet-Bon, Jean-Claude Elfassi. Paul Baril a été gardé à vue 24 heures par les policiers de la brigade de répression du proxénétisme. L'ex-super gendarme du GIGN, puis de la cellule antiterroriste de l'Elysée, est ressorti libre cet après-midi. Il a nié toute implication dans un quelconque réseau de prostitution. Pendant ce temps, les policiers perquisitionnaient au siège de la société de Paul Baril, une entreprise de sécurité et de protection rapprochée qui travaille avec plusieurs chefs d'État.
Perquisition également à l'hôtel de Crillon où réside Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar et client de Paul Baril. Ces deux opérations se sont révélées infructueuses. Depuis 6 mois, le juge Nguyen enquête sur un réseau de call girls. 3 personnes ont déjà été arrêtées. Les clients, le bottin mondain et aristocratique du Moyen-Orient et du monde des affaires, dans les beaux quartiers parisiens et sur la Côte d'Azur. 6 jeunes femmes ont porté plainte, dont 2 étaient mineures au moment des faits. Elles auraient été abusées par de faux contrats de mannequins. Au cours de cette enquête, le nom de Paul Baril aurait été cité plusieurs fois. Mais le juge n'a pas obtenu de réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qu'il ne peut enquêter lui-même sur Paul Baril. C'est un juge de grâce, territorialement compétent, qui pourrait le faire. Mais l'ex-super gendarme, si célèbre qu'il soit, ne représente qu'une partie infime du dossier, selon des sources proches de l'enquête. Dans une affaire pénible, celle de la femme policier violée dans un wagon du RER, tous les suspects, souvenez-vous, avaient été relâchés ces dernières semaines. Et le témoignage de cette femme même remis en cause par certains. Aujourd'hui, eh bien, le juge chargé du dossier a ordonné la réincarcération de 2 des suspects. C'est un rapport inquiétant, le premier réalisé sur une grande échelle en France par le ministère de la Santé. 10 000 personnes chaque année meurent des suites d'une infection contractée à l'occasion d'un séjour en milieu hospitalier. En cause, l'hygiène bien sûr, mais aussi paradoxalement a priori les progrès techniques. Gilles Marinet, José Boulestex, enquête. C'est un rituel avant chaque opération. Le chirurgien se lave les mains et les avant-bras pendant de longues minutes. Le danger pour le malade viendra plus tard. Lors des soins journaliers, la sécurité n'est plus la même. Il y a des fois où l'urgence fait qu'on est obligé donc de rentrer sans se laver les mains, en fait. Hein. Mais bon, le principal est surtout qu'à la sortie, une fois qu'on a réglé le problème urgent, une fois qu'on quitte la chambre, c'est de se relaver les mains. L'urgence n'est pas seule en cause. L'enquête a révélé que dans les hôpitaux français, l'hygiène quotidienne laisse gravement à désirer. D'un malade à l'autre, le personnel soignant véhicule les agents infectieux. C'est un peu dans l'hygiène de base. Avoir un accès à un point de lavage des mains dans chaque chambre, si possible, ou en tout cas très proche de la chambre dans laquelle le malade est situé, et se laver les mains avant de l'examiner, se laver les mains après l'avoir examiné. Et y compris avant la réalisation de gestes qui paraissent relativement anodins, si vous voulez. Autre cause de transmission de maladies, les examens qui nécessitent d'introduire un appareillage dans l'organisme. La désinfection entre chaque endoscopie n'est pas toujours parfaite. Enfin, bactéries et microbes résistent de plus en plus aux produits censés les anéantir. C'est vrai que quand des infections sont liées à ces microbes et à ces bactéries résistantes aux antibiotiques, eh ben, elles sont plus difficiles à soigner. En termes de prévention, ça ne change pas grand-chose, c'est la même chose, mais quand l'infection survient, elle est plus difficile à soigner si on dispose de moins d'antibiotiques. Tous les ans, 800 000 personnes hospitalisées contractent une infection, la plupart sans gravité, mais 10 000 en meurent. La lutte contre les maladies générées par l'hôpital est devenue une priorité. Une école maternelle de Strasbourg entièrement saccagée dans un quartier déclaré difficile. 3 enfants, dont 2 âgés de 7 ans à peine et un autre de 9 ans, sont soupçonnés d'être les auteurs de ces dégradations. L'école a été entièrement saccagée et vous le voyez, toutes les peintures saccagées. Le baccalauréat, dont les épreuves ont commencé, pose chaque année le même problème qui n'a jamais été résolu. Le 3e trimestre ne va pas à son terme. Dans tous les établissements qui servent de centre d'examen, eh bien, les vacances ont déjà commencé. Chantal Kimerlin, José Boulestex. Demain, ou au mieux vendredi, il n'y aura plus de cris d'élèves dans les cours des collèges et des lycées. Et depuis quelques jours, on ne travaille plus guère non plus. Vous avez beaucoup de cours en ce moment? Non, on fait que des fêtes. C'est la fin, quoi. Pas plus de 2 ou 3 heures de cours par jour. Les profs sont occupés ailleurs à faire répéter les candidats au bac. Et il faut aussi boucler les conseils de classe avant tous les examens de fin d'année. 12,5 en histoire-géographie, 11,5 en allemand, 10... Des milliers de notes dont il faut faire la moyenne, des centaines de dossiers, des félicitations ou des sanctions à distribuer. La prof d'espagnol s'évente version locale, tandis que le proviseur tranche. Doublement. Impensable donc de retarder ce travail administratif. Il faut aussi faire le vide et préparer les salles de classe où quelques 1200 candidats plancheront dès lundi pour ce seul lycée. Résultat, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, depuis des années, il faut renvoyer à la maison tous ceux qui ne passent pas d'examen. Moi, je reste 2 semaines chez moi toute seule.
On part en Allemagne, Pareil. des séjours Moi je pars en Allemagne, je sais pas ce que je vais faire, mais je pars en Allemagne. Je vais rester à Paris, je vais partir chez mes grands-parents. J'attends jusqu'au 1er juillet que ma tante elle soit en vacances pour partir à la montagne. Et chaque année, le baccalauréat pose le problème mathématique, soit 628 112 candidats au bac, considérant qu'un enseignant ne peut surveiller que 20 élèves à la fois, que les parents n'ont que 4 semaines de vacances en été. Que faire des millions de collégiens et de lycéens qui seront privés de leur école pendant 3 mois? C'est avec un peu d'avance sur le calendrier ordinaire que les instances européennes de Bruxelles ont publié aujourd'hui leur carte de France de la qualité des eaux de baignade. 95% environ des stations françaises bénéficient de la meilleure note, un A. En revanche, quelques-unes sont qualifiées d'un C, qui signifie eau de baignade pouvant être de mauvaise qualité. C'est le cas pour 2 communes de l'Hérault, Viard et Agde. Reportage Karine Comasi, Françoise Mazou. La nouvelle a assombri le ciel des vacanciers. Pas de la belle propreté pour la Tamaricière et pour le Maule, 2 des 9 plages d'une des plus grandes stations européennes, le Cap d'Agde. En clair, ou presque, l'eau y est jugée temporairement de mauvaise qualité. Cette plage n'est absolument pas polluée aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé. Je pense que c'est un classement un petit peu sévère, même si je ne conteste absolument pas le prélèvement. Nous sommes à l'embouchure de l'Hérault, mais disons, une pollution constatée sur 10 prélèvements, c'est quand même assez injuste, disons surtout qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à cette pollution. Certes, l'an passé, l'eau de cette même plage était jugée de bonne qualité. Mais s'il est un peu arbitraire, le classement n'est pas pour autant infondé. Dans le collimateur des services sanitaires, la station d'épuration dont les rejets traités et non traités partent dans l'Hérault, qui, on le voit ici, se jette dans la mer à proximité des baigneurs. Une station amenée à traiter les eaux usées d'une population qui en était est multipliée par 10. Pour éviter l'effet de passoire à germes, la commune a installé un bassin tampon opérationnel dès cette année. Arbitraire ou non, avec 2 plages déclassées au Cap d'Agde, le mal est fait. C'est mal tombé. Je demande à ce qu'il y ait plus d'analyse de fait, éventuellement. Mais évidemment, c'est très désagréable quand ça nous arrive comme ça, en début de semaine, en début de saison, pardon. Pour l'heure, pas encore d'annulation dans les réservations, mais cet été, le Cap d'Agde devra jouer la propreté. À la veille de l'été, les spécialistes des incendies de forêt sont réunis à Marseille. La prévention est au centre des discussions et notamment la plantation dans les régions les plus exposées d'arbres qui, sans être ininflammables, sont très résistants au feu. Le meilleur d'entre eux, c'est l'abricotier. Alban Mikosi, Lucien Tellu. Au bout de la piste, étroite et caillouteuse, il y a la forêt. Le massif de Montéguet que Didier connaît par cœur, non loin d'Aix-en-Provence, des terres qui ont payé un lourd tribut aux incendies. Le dernier grand feu de la région date de l'été 95, attisé par un violent Mistral. Un geste criminel transforme la pinède en brasier. Cependant, en 10 ans, le nombre moyen d'hectares brûlés a été divisé par 5, grâce à ces canadaires bien sûr, mais aussi à la prévention. Et depuis 2 ans, Didier veille sur la croissance de plusieurs centaines d'abricotiers, l'une des essences qui résiste le mieux aux flammes. On a constaté ces dernières années que le feu, lorsqu'il progressait en pinède, s'arrêtait toujours sur un verger, en l'occurrence c'était un verger d'olivier. Donc nous on s'est dit on va faire ça sur un verger d'abricotier, qui est quand même une essence qui est quasiment pas combustible. Le coupe-feu naturel est donc théoriquement prêt. 3 hectares financés par un laboratoire privé, en espérant qu'on n'ait jamais à en vérifier l'efficacité. Mais pour cette première nationale, les promoteurs se plaisent à détailler les avantages. C'est un pare-feu tracé perpendiculaire à l'axe du vent. Il a ensuite une vocation de conservation des espèces puisque 30 variétés d'abricotiers sont ici implantées. Et il a aussi une vocation sociale puisqu'il nous a permis, grâce à notre mécène, de recruter une 8aine de demandeurs d'emploi qui s'activent aujourd'hui sur cette véritable usine à la campagne. Ces emplois autour de l'écologie dont on parle tant actuellement ne sont pour l'instant que des contrats d'insertion. Mais pour un coût réduit, l'expérience semble tracer un nouveau sillon. Le 10 juin 1998, dans un an très exactement, donc aura lieu le match d'inauguration de la Coupe du Monde de football sur la pelouse du nouveau Stade de France à Saint-Denis, dont le toit vient d'être achevé et posé. C'était aujourd'hui.
En attendant, eh bien, les objets divers portant le logo officiel de la Coupe du Monde sont en vente à partir d'aujourd'hui. À côté des grands sponsors, il y a toute une série d'entreprises qui ont obtenu le droit d'utiliser, moyennant une redevance, l'emblème de la Coupe du Monde 98. Reportage Pascal Golomer, Jean-Marc Sursin. L'atelier en est à sa 6e génération de décorateurs. La porcelaine chez Desoulières, c'est depuis 1826 une affaire de famille et de tradition. Alors l'emblème ou la mascotte de la Coupe du Monde de football, collé sur une assiette ou une tasse à café, cela peut dérouter plus d'un client fidèle. 100 000 pièces vendues, d'ici à l'été 98, c'est l'objectif avoué. 2% seulement du chiffre d'affaires, certes, mais l'essentiel est ailleurs. Il s'agit pour nous de surfer sur la notoriété de la Coupe du Monde pour faire connaître nos produits et ainsi avoir énormément de contacts avec tous nos clients traditionnels mais aussi des nouveaux clients comme tous les sponsors officiels. Encore faut-il signer un contrat avec Sony, le vrai propriétaire de la mascotte et de l'emblème. Depuis le début de l'année, à Paris, une petite équipe de 8 personnes a sélectionné les fabricants, une centaine pour l'instant, et veille au respect du dessin officiel. Un exemple de produit que l'on n'a pas pu accepter, c'est celui-là, parce que vous voyez que l'emblème n'est pas reproduit dans son intégralité, il est coupé ici et ici, on ne reconnaît pas l'emblème. Sony touche 10 à 12% sur chaque produit vendu. Après un début timide, les commerçants se renseignent, les étrangers d'abord, les Français ensuite. On est en situation de réveil, là, et de réveil musclé. Cible idéale, le touriste. Sony a donc ouvert sa boutique sur les Champs-Élysées ce matin. Cible facile, les Anglais, les Américains, les Allemands sont des adeptes du gadget football de longue date. Quant aux Français, Il est essentiel que ces produits dérivés du sport, du football en particulier, rentrent en grande distribution. C'est clairement là que vous aurez des marchés importants. Si on se cantonne aux boutiques de touristes, ou au club des supporters, ou même aux magasins de sport, on aura un marché forcément petit. C'est un vrai problème de distribution. Aux grandes surfaces de jouets, donc, le compte à rebours est lancé jusqu'au coup de sifflet final dans 1 an et 1 mois. En attendant, voici la composition de l'équipe de France de football qui jouera demain le dernier match du tournoi de France contre l'Italie. Charbonnier est dans les buts, il remplace Barthès qui a été blessé. C'est sans doute une des équipes types que présentera l'année prochaine Aimé Jacquet lors de la Coupe du Monde de football. Dans les régions de montagne en France, c'est le début de la période de la transhumance d'été. Moutons, mais aussi troupeaux de vaches de Savoie gagnent les alpages pour les 3 mois à venir, une centaine de jours. C'est le thème de notre enquête de ce soir, menée par Benoît Gadret et Thierry Simonet, intitulée « Les génisses des alpages ». Claude a rassemblé le troupeau de vaches. Le soleil à peine levé, les bêtes quittent la vallée avec entrain, comme attirées par la montagne. Ce matin, c'est la grande montée vers l'alpage. Les bêtes sont pressées? Elles sont pressées, elles nous poussent, elles sont contentes. Les paysans de la vallée, associés en groupement pastoral, se sont donné le mot. Plusieurs troupeaux convergent en même temps vers l'alpage. La transhumance reste ici un événement pour les enfants qui en oublient l'école, mais aussi pour les anciens. J'ai envie d'aller voir les vaches. Ça me manque. Ça représente quoi pour vous? Pour moi, ça me représente ma vie de dans le temps. Voilà, quand j'avais des bêtes, tout ça. Alors, c'est ça que ça me fait plaisir de voir. 1000 mètres de dénivelé pour atteindre le Cormet d'Arèche, le point le plus haut du parcours à 2100 mètres d'altitude. La neige est encore là, à peine effacée par les premières chaleurs de juin. Ça fait quand même 3h30 qu'on est parti. On est parti à 1h moins un quart. Là. Pas trop fatigué? Non, on est habitué. Alors que le troupeau poursuit sa route, d'autres éleveurs du groupement engagent une course contre la montre. Il s'agit en quelques heures de démonter le matériel de fromagerie installé dans la vallée pour l'hiver et de le remonter ici, dans ce chalet d'altitude. Tout doit être prêt pour recevoir la première traite d'alpage. 3 bergers pour 210 bêtes. Si le cadre est idyllique, la tâche est souvent rude. C'est une autre vie, quoi. Ça n'a rien à voir avec la vie en bas. C'est dur physiquement, parce que bon, on a des horaires qui sont assez difficiles, puis c'est du travail physique. Mais enfin, c'est une vie saine. On n'a plus le souci du bas, des papiers, des trucs comme ça. La livraison du lait marque la fin de la journée. La suite appartient au fromager, son savoir-faire, ses secrets de fabrication pour transformer le lait en Beaufort.
Dans l'herbe grasse d'alpage, les vaches de Rastarine semblent assommées par cette journée. Dans une centaine de jours, elles transhumeront à nouveau pour rejoindre la vallée. À la rubrique culture, Ben Harper, un bluesman hors norme, difficile à cataloguer d'ailleurs. Il est en tête des ventes et il sort un 3e album. Il sera en France en concert au Parc des Princes. Ce sera fin juin. Nicolas Vinclair, Marie-Christine Courtès. Avouez qu'on aurait bien aimé que Bob Marley et Prince nous fassent un bébé. Comme on n'arrête pas le progrès... Aïe, et c'est fait. Ben Harper, 28 ans, une voix en or, un talent hors du commun. Un bluesman qui a compris qu'à trop vouloir être porté par l'air du temps, on ne fait souvent que du vent. Cette fois encore, il frappe fort, son nouvel album fait un carton, et avec un musicien comme ça, c'est tout, sauf du carton-pâte. Merci à tous, en France, d'aimer ma musique. Il parle de sa guitare comme si elle était un prolongement de son âme et à l'écouter, on veut bien le croire. Son 3e album nous promène du folk au blues, après quelques détours par de superbes ballades rock. Un style unique qui doit beaucoup à son enfance. Mes parents ont toujours fait de la musique. Toute ma famille vit pour la musique. Donc, j'ai grandi avec ça et je leur dois beaucoup. Comment j'ai débuté? Je sais pas. En fait, j'ai toujours eu une graine dans mon cœur. Ben Harper, un bluesman hors norme qui nous fait le bonheur, et c'est rare, de ne ressembler qu'à lui-même. La météo, Sophie Davant, dans un instant. Dernier journal vers 0h30 présenté par Philippe Lefebvre. Demain, 4 vérités, Gérard Leclerc recevra à 7h50 Pierre Mazot, député RPR. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.